Le code du millionnaire intérieur. Il existe un moment précis, presque invisible, où tout bascule. La plupart des gens passent à côté sans s'en rendre compte. Ils sentent que quelque chose cloche, que malgré leurs efforts, leur intelligence, leur discipline, la vie reste lourde. Comme si une porte restait fermée alors qu'ils font pourtant tout correctement. Ce moment a une cause. Et cette cause n'est jamais expliquée. Pas à l'école, pas dans les livres classiques, pas dans les discours sur la réussite. Ce que tu vas entendre aujourd'hui ne ressemble à rien de ce qu'on t'a déjà dit, parce que ce que tu vas découvrir ne concerne pas ce que tu fais, ça concerne l'endroit intérieur depuis lequel tu fais tout. Il y a une règle cachée qui gouverne l'argent, la trajectoire professionnelle, l'influence et même la paix intérieure. Tant que tu ne la vois pas, tu joues à l'aveugle, et même quand tu gagnes, tu perds quelque chose d'essentiel. Cette règle n'a rien à voir avec le travail, le mérite ou la morale. Elle agit en silence. Et elle agit déjà dans ta vie maintenant. Tu la verras clairement avant la fin de cette heure. Mais si je te la donnais tout de suite, tu ne la reconnaîtrais pas. Alors, commençons autrement. Partie 1. L'endroit invisible d'où tout part. Regarde ton parcours avec honnêteté. As-tu déjà eu l'impression de faire exactement ce qu'il fallait, au bon moment, avec les bonnes intentions, et pourtant sentir une résistance diffuse? Pas un échec net, plutôt un ralentissement constant, des opportunités qui n'aboutissent pas, des relations qui plafonnent, de l'argent qui entre puis disparaît, une fatigue mentale difficile à expliquer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus un manque de talent, c'est un décalage. Un décalage entre ce que tu fais et la position intérieure depuis laquelle tu le fais. La plupart des jeunes adultes ambitieux confondent mouvement et progression. Ils avancent vite, mais dans la mauvaise direction intérieure. Alors ils compensent, ils travaillent plus, ils consomment plus de contenu, ils se disciplinent davantage, et plus ils forcent, plus la résistance augmente. À ce stade, beaucoup concluent que la réussite est dure par nature. Ils se résignent, d'autres s'endurcissent. Mais très peu posent la vraie question. Pas comment faire plus, mais depuis quel endroit intérieur est-ce que je vis ma vie? Un mentor millionnaire observe toujours ce point en premier. Il sait que l'extérieur est une conséquence retardée. Le compte bancaire, le statut social, les résultats visibles, ce ne sont que des effets. La cause est ailleurs, invisible, silencieuse, stable. Prenons l'argent. 2 personnes gagnent la même somme. L'une se sent constamment en insécurité, l'autre est calme. La première perdra tôt ou tard ce qu'elle gagne, la seconde construira. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'identité financière. La même logique s'applique à la carrière. Certains montent sans bruit, d'autres font du bruit sans monter. La différence ne se voit pas sur un CV, elle se ressent dans la posture, dans la manière de parler, de choisir, de dire non. Il existe un lieu intérieur à partir duquel tu opères sans même le savoir, comme une caméra invisible qui filme toute ta vie. Tant que cette caméra est mal placée, même les meilleures actions produisent des images flots. Ce positionnement crée une vibration subtile, une vibration de prudence, de retenue, de silence, et cette vibration est immédiatement lue par le monde. Pas consciemment, structurellement. Prenons un exemple simple. 2 personnes entrent dans une pièce pour proposer une idée. La première espère convaincre, la seconde expose. La première cherche des signes d'acceptation, la seconde observe les réactions sans s'y dissoudre. Même discours, même idée, effet radicalement différent. Pourquoi? Parce que l'une parle depuis un point intérieur fragile, l'autre depuis un point intérieur stable. Le monde répond toujours à celui qui est déjà posé, jamais à celui qui cherche à l'être. Ce point intérieur se construit très tôt, souvent dans l'enfance, par des micro-expériences répétées. Être récompensé quand on s'adapte, être sanctionné quand on affirme, être aimé quand on se conforme. Petit à petit, une posture se crée, une posture où l'on agit en fonction de l'extérieur, où l'on attend que quelque chose valide notre mouvement. Cette posture devient invisible, normale et extrêmement coûteuse, parce qu'elle t'oblige à vivre en réaction permanente,
Même quand tu réussis, tu restes en tension. Même quand tu gagnes, tu doutes. Même quand tu avances, tu regardes derrière. Pose-toi cette question maintenant et réponds-y honnêtement. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui est une expression de ton identité ou une tentative de compenser un doute? Cette question change tout. Partie 2. Le piège de l'effort et de l'identité. Il y a une croyance profondément ancrée chez les personnes ambitieuses. Plus je force, plus j'avance. Plus je souffre, plus je mérite. Cette croyance est valorisée socialement. Elle rassure, elle donne l'impression de contrôler le résultat. Mais elle est fausse. Et tant que tu y crois, tu plafonnes sans comprendre pourquoi. L'effort n'est pas mauvais en soi. Ce qui est destructeur, c'est l'effort utilisé pour compenser une instabilité intérieure. Quand tu agis depuis la peur de manquer, chaque action devient lourde. Même une victoire devient stressante parce qu'elle doit être protégée. Même une réussite devient fragile parce qu'elle n'est pas alignée. C'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent intensité et puissance. L'intensité épuise, la puissance simplifie. Observe quelqu'un qui force constamment. Il travaille beaucoup, il pense tout le temps, il anticipe sans cesse, son esprit est rarement calme. Ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il agit depuis un état intérieur tendu. Et cet état contamine tout. À l'inverse, regarde quelqu'un qui semble avancer avec fluidité. Il n'est pas inactif, mais il est précis. Il choisit ses combats. Il sait quand pousser et quand attendre. Et surtout, il ne confond jamais effort et valeur personnelle. Le monde ne répond pas à la quantité d'énergie dépensée. Il répond à la qualité de l'état intérieur. C'est une loi silencieuse. Pose-toi une question simple. Quand tu travailles, est-ce que tu cherches à construire ou à prouver? Construire est calme, prouver est tendu. Construire accepte le temps, prouver le combat. Beaucoup de gens très compétents restent bloqués parce qu'ils travaillent pour justifier leur place. Ils veulent être vus, reconnus, validés, et cette attente se ressent. Elle affaiblit leur signal. Maintenant, parlons d'identité, parce que c'est ici que tout se joue. Avant chaque décision que tu crois consciente, quelque chose a déjà tranché. Pas ton intelligence, pas ta logique, ton identité. L'identité n'est pas ce que tu dis être, c'est ce que tu considères comme normal pour toi. Ce que tu t'autorises sans lutter, ce que tu refuses sans réfléchir. Elle agit en amont de tout. Beaucoup pensent choisir librement. En réalité, ils confirment une image intérieure ancienne. Ils prennent des décisions cohérentes avec ce qu'ils croient mériter, pas avec ce qu'ils pourraient créer. Ton identité cherche avant tout la cohérence, même si cette cohérence te maintient petit, même si elle te limite, même si elle te frustre. C'est pour ça que changer de vie est si difficile. Pas parce que les actions sont complexes, mais parce que l'identité actuelle ne reconnaît pas la nouvelle trajectoire comme sûre. Alors elle freine, elle sabote, elle retarde avec subtilité. Tu crois procrastiner, tu crois manquer de discipline. En réalité, tu es fidèle à une image intérieure qui n'a pas encore évolué. Un mentor millionnaire ne travaille jamais directement sur les résultats. Il travaille sur l'identité qui les rend inévitables. Il se pose toujours cette question simple. Qui dois-je être pour que cette situation devienne normale? Pas exceptionnelle, normale. L'identité se forme par répétition, de pensée, de choix, de renoncement silencieux. Chaque fois que tu te retiens, tu confirmes une image. Chaque fois que tu t'affirmes, tu la fais évoluer. Tu n'as pas besoin de te convaincre que tu mérites plus. Tu as besoin d'agir comme quelqu'un pour qui plus est cohérent. La conviction vient après, toujours. Partie 3. Le piège du besoin et la loi de la non-demande. Il y a une énergie que le monde repère instantanément. Avant les mots, avant les compétences, avant même les intentions. C'est l'énergie du besoin. Le besoin ne se dit pas toujours, il se ressent. Il se glisse dans la posture, dans le regard, dans le timing. Et dès qu'il est là, quelque chose se ferme. Pas brutalement, subtilement. Les réponses ralentissent, les opportunités deviennent floues, les relations se déséquilibrent.
Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Le besoin est une déclaration silencieuse. Il dit « je n'ai pas ». Et la vie, toujours cohérente, répond en maintenant ce manque. Beaucoup de personnes ambitieuses vivent dans ce piège sans le voir. Elles veulent réussir, alors elles ont besoin que ça marche. Elles veulent être reconnues, alors elles ont besoin d'être validées. Et ce besoin contamine tout, même les bons projets. Le besoin n'est pas un désir sain, c'est une dépendance intérieure, une dépendance au résultat pour se sentir entier. Et tant que tu es dépendant, tu n'es pas libre. Le monde ne fait jamais confiance à quelqu'un qui dépend de lui. Observe les relations humaines. Plus quelqu'un a besoin d'être aimé, plus il devient invisible. Plus quelqu'un est à l'aise avec lui-même, plus il attire. Ce mécanisme est universel. Il ne concerne pas que l'amour, il concerne l'argent, la carrière, l'influence. Un mentor millionnaire traque le besoin en lui comme un signal d'alarme. Dès qu'il le sent, il sait qu'il agit depuis un point intérieur fragilisé. Alors il s'arrête, il ne force pas. Il rétablit d'abord sa stabilité intérieure, parce qu'il sait une chose essentielle. Ce n'est jamais le résultat qui crée la solidité intérieure. C'est la solidité intérieure qui rend le résultat possible. Le vrai renversement se produit quand tu n'as plus besoin que ça marche pour te sentir aligné. Ce n'est pas du détachement passif, c'est une autonomie intérieure. Tu agis parce que c'est juste, pas parce que tu espères quelque chose en retour. À ce moment précis, tout change. Tes décisions deviennent plus nettes, tes refus plus clairs, tes oui plus rares et plus puissants, et le monde commence à répondre différemment. Il existe une règle que personne n'enseigne clairement parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que le monde répète. Plus tu demandes, moins tu reçois. Pas parce que demander est mal, mais parce que demander place immédiatement ton esprit en dessous de ce que tu veux atteindre. La demande crée une hiérarchie invisible. Elle dit « je suis dépendant de toi » et toute dépendance affaiblit le signal. Un mentor millionnaire n'est pas quelqu'un qui ne demande jamais, c'est quelqu'un qui ne demande plus depuis le manque. Il avance depuis une position intérieure déjà validée. Prenons un exemple. 2 personnes cherchent un partenariat. La première a besoin que ça fonctionne. Elle ajuste son discours, elle minimise sa valeur, elle espère. La seconde expose une vision claire. Elle est prête à avancer avec ou sans cet accord. La première sera testée, la seconde sera respectée. La non-demande n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Elle ne dit pas « je n'ai besoin de rien », elle dit « je ne négocie pas mon centre ». Et cette stabilité crée un champ de confiance autour de toi. Quand tu sais qui tu es et ce que tu veux incarner, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu avances, et ceux qui sont alignés s'approchent, les autres s'éloignent, et c'est parfait ainsi. Partie 4. Cesser de réagir et se recalibrer. Il y a une bascule précise qui sépare ceux qui subissent leur trajectoire de ceux qui la dirigent. Elle ne se voit pas de l'extérieur, elle ne fait pas de bruit. Mais elle change définitivement la manière dont la vie te répond. Cette bascule, c'est la fin de la réaction automatique. Tant que tu réagis, tu vis dans le passé. Tu réponds à des stimuli, à des peurs anciennes, à des réflexes appris. Réagir, c'est laisser l'extérieur décider de ton état intérieur. Une remarque te déstabilise, un silence t'inquiète, un retard te met en tension. Chaque réaction semble justifiée, logique, humaine. Mais accumulée, elle forme une prison invisible. À l'inverse, ne pas réagir immédiatement crée un espace, un micro-espace presque imperceptible. Mais dans cet espace réside le pouvoir. Parce que dans cet espace, tu peux choisir. Tu peux observer ce qui se passe sans t'y identifier. Tu peux sentir l'impulsion sans lui obéir. Ce n'est pas du détachement froid, c'est de la maîtrise intérieure. Prenons une situation classique. Une opportunité tombe, mais elle est imparfaite. Le réactif dit oui par peur de rater ou non par peur de se tromper. Le souverain ne répond pas tout de suite. Il ressent, il observe, il laisse retomber la charge émotionnelle, puis il choisit. Son choix est rarement dicté par la peur.
C'est pour ça qu'il avance plus lentement au début, mais beaucoup plus loin à la fin. Voici un protocole concret. Appelons-le le protocole de recalibrage. Imagine Tom, 24 ans, bon diplôme, poste correct, mais sous-payé. Il veut demander une augmentation. Il répète ses arguments, prépare des chiffres, se dit qu'il doit être irréprochable. Puis arrive le moment. Son chef sourit à moitié, dit qu'on verra plus tard. Tom réagit. Il baisse son énergie, se justifie, accepte un vague plan. Il sort frustré, honteux. Son problème n'était pas l'argumentaire. Son problème était le calibrage. Il est entré en demandant une place, pas en l'occupant. Il a envoyé un signal de dépendance. Maintenant, imagine la même scène avec un recalibrage préalable. Tom ne se prépare pas pour convaincre. Il se prépare pour être clair. Il arrive avec une phrase simple. Il annonce une valeur, un cadre, une date. Il ne menace pas, n'explique pas trop, il ne remplit pas le silence. Il laisse l'autre sentir que son centre ne bouge pas. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une présence. Voici le protocole en 3 étapes. Première étape, tu reconnais le signal. Pas dans la tête, dans le corps. L'instant où tu sens l'urgence, l'instant où tu veux répondre vite. Tu le sens dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. C'est ton système qui réclame la vieille réaction. Ne le combats pas, observe-le. Deuxième étape, tu nommes le vrai moteur. Pas le prétexte, le vrai moteur. Est-ce la peur de perdre? La peur d'être rejeté? La peur de manquer? Nommer le moteur fait tomber l'illusion. Tant que ce n'est pas nommé, ça dirige. Une fois nommé, ça devient un objet dans ta conscience, plus un maître. Troisième étape, tu poses une décision de centre. Pas une décision d'action, une décision d'être. Tu choisis la posture intérieure qui correspond à la vie que tu veux. Pas une phrase parfaite, un état calme, clair, stable, et ensuite seulement tu agis. Tu veux une méthode concrète? Chaque matin, avant le téléphone, avant les messages, tu poses une phrase de centre, une seule. Pas une affirmation sucrée, une phrase froide, stable. Par exemple, « Aujourd'hui, je choisis d'agir depuis la clarté, pas depuis l'urgence. » Puis dans la journée, à chaque fois que tu sens l'ancienne réaction arriver, tu poses une question qui coupe le pilote automatique. Qu'est-ce que je choisirais si je n'avais rien à prouver? Cette question est un scalpel. Elle tranche le faux moi, elle révèle le vrai. Partie 5. Les fuites d'énergie et les standards. À partir d'un certain niveau, ce n'est plus ce que tu fais qui te bloque, c'est ce que tu laisses ouvert. Une conversation jamais clarifiée, une promesse faite trop vite, une peur qu'on nourrit en secret, une porte mentale entr'ouverte qui te vole de la présence jour après jour. Tu crois manquer de temps, en réalité, tu manques d'étanchéité. Les gens puissants ne sont pas ceux qui ont des journées plus longues, ce sont ceux qui ont moins de fuites. Ils ne dispersent pas leur énergie dans des boucles inachevées. Ils ferment, ils tranchent, ils simplifient, et surtout, ils ne laissent pas les autres occuper leur esprit gratuitement. Tout ce qui n'est pas clair te coûte. Chaque zone grise est une taxe, taxe émotionnelle, taxe mentale, taxe relationnelle. Et cette taxe, tu la paies tous les jours par des micro-tensions, par une vigilance inutile. Il y a aussi les fuites sociales, celles qui te paraissent normales parce qu'elles sont répandues. Répondre à tout, être disponible en permanence, se justifier, donner des explications trop longues. Tout ça est souvent une stratégie inconsciente pour éviter un risque, le risque d'être mal compris, le risque de déplaire. Mais à vouloir être aimé, tu te vides, et un esprit vidé devient manipulable. La fermeture n'est pas un acte dur, c'est un acte propre. Ça commence par une prise de conscience brutale. Tout ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter, et ça t'enseigne à toi-même ton propre prix. Si tu te traites comme quelqu'un de flou, la vie te traite comme quelqu'un de flou. Voici un outil concret. Le scan de fuite. Une fois par semaine, tu passes 4 zones, argent, carrière, relations, esprit. Et tu poses 4 questions. Argent,
qu'est-ce qui sort sans apporter de valeur? Carrière, qu'est-ce qui prend du temps sans faire avancer ma trajectoire? Relation, qui a accès à moi sans respecter mon cadre? Esprit, quelle boucle tourne en fond depuis trop longtemps? Puis tu choisis une fuite à fermer, une seule, parce que fermer une fuite change ton niveau d'énergie plus qu'ajouter 10 nouvelles habitudes. Maintenant, parlons de standards, parce que les fuites et les standards sont les deux faces d'une même pièce. Il existe une différence que la plupart ne comprennent jamais, même en travaillant dur toute leur vie. Ils pensent que la réussite vient d'un effort supérieur. En réalité, la réussite durable vient d'un standard supérieur. Un standard n'est pas un objectif. Un objectif dit « je veux ». Un standard dit « je n'accepte plus ». Et la vie répond plus vite à ce que tu n'acceptes plus qu'à ce que tu veux vaguement. Beaucoup vivent avec des standards faibles sans le savoir. Ils tolèrent des retards, des zones grises, des excuses, des promesses molles, des finances floues. Puis ils s'étonnent d'avoir une vie moyenne. Une vie moyenne n'est pas une punition, c'est la conséquence d'un standard moyen. Un standard se construit en répondant à une question simple mais brutale. Qu'est-ce qui est normal pour moi? Si tu considères normal d'être stressé, tu créeras des raisons d'être stressé. Si tu considères normal de courir après les gens, tu attireras des gens fuyants. La vie se cale sur ton normal. Tu peux lire 1000 livres. Si ton normal ne change pas, rien ne change. Un standard n'est pas une liste de choses à faire, c'est une ligne intérieure. Tu sais exactement quand tu la franchis parce que tu le sens dans le corps. Fatigue, irritation, tension, perte d'envie. Ce sont des signaux, pas des défauts. Ils te disent que tu as accepté quelque chose qui n'est pas au niveau de ta trajectoire. Voici un protocole simple. Tu choisis 3 standards. Un pour l'argent, un pour le travail, un pour les relations. 3, pas 10. Et tu les appliques comme des règles du jeu, surtout quand c'est inconfortable. Parce qu'un standard tenu sous pression change ton identité. À la première fois où tu l'appliques, tu te prouves à toi-même que tu es sérieux. À la 3e, tu deviens dangereux pour ton ancien destin. Partie 6. Le temps, la discipline et le signal social. Tu crois manquer de temps. C'est presque toujours faux. Tu manques de direction dans le temps. La majorité des gens ambitieux vivent comme des pompiers. Ils éteignent des urgences, ils répondent, ils s'adaptent, ils gèrent des demandes. Ils appellent ça être productif. Mais leur temps n'est pas un actif, c'est une dépense. Le mentor millionnaire regarde le temps comme un levier de réalité. Il sait que 2 personnes peuvent travailler le même nombre d'heures et produire 2 vies opposées. L'une répète, l'autre compresse. L'une vit dans l'immédiat, l'autre fabrique l'inévitable. Il y a une erreur centrale qui ruine les gens intelligents. Ils mettent leur meilleur esprit dans les tâches les plus faibles. Ils donnent leur présence aux notifications, aux petites demandes, puis ils gardent ce qu'il reste pour les décisions majeures. C'est l'inverse de la puissance. Le temps est un capital. L'attention est le taux d'intérêt. Si ton attention est fragmentée, ton capital ne fructifie pas, il s'évapore. Les gens qui réussissent vraiment protègent une chose que les autres laissent piétiner, leur créneau sacré. Un bloc de temps où aucune urgence extérieure n'a le droit d'entrer, parce que c'est dans ce bloc que le futur se fabrique. Le futur ne se fabrique jamais entre 2 notifications, il se fabrique dans le silence, dans la profondeur, dans une attention continue. Voici une micro-règle simple. Chaque jour, protège un bloc de création, même 30 minutes, mais intouchable. C'est ton investissement. Tout le reste est exploitation. Sans investissement, tu restes salarié de ta propre vie. Avec investissement, tu deviens propriétaire de ton futur. Et chaque oui est un non caché. Si tu dis oui à une réunion inutile, tu dis non à ta trajectoire. Si tu dis oui à une urgence d'autrui, tu dis non à ta trajectoire. Maintenant, la discipline. La plupart des gens parlent de discipline comme si c'était une qualité morale, comme si certains l'avaient et d'autres non. C'est faux. La discipline n'est pas une vertu, c'est un design, un système. Si tu dépends de la motivation pour être discipliné, tu perdras toujours.
La motivation est un climat, la discipline est une architecture. Tu ne construis pas une fortune sur un climat, tu la construis sur une architecture. Le mentor millionnaire ne se discipline pas en se frappant mentalement, il se discipline en rendant certaines actions inévitables. Le premier levier, c'est la friction. L'être humain fait ce qui est facile, même quand c'est stupide, et il évite ce qui est difficile, même quand c'est vital. La discipline consiste à inverser les frictions, rendre ce qui te détruit plus difficile, rendre ce qui te construit plus facile. Tu veux travailler sur ton projet 1 heure par jour ? Si ton téléphone est à côté de toi, tu as déjà perdu. Inverse les frictions. Téléphone hors de la pièce, espace de travail prêt, objectif clair. Tu viens de créer de la discipline sans effort de volonté. Le deuxième levier, c'est l'identité du minimum non négociable. Le problème de beaucoup n'est pas qu'ils ne font rien, c'est qu'ils négocient tous les jours. Ils décident chaque matin s'ils vont faire ou non. Cette décision quotidienne coûte de l'énergie mentale. Le mentor millionnaire a un minimum, un plancher. Même les jours mauvais, il touche son plancher. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la continuité. L'intensité te fait briller, la continuité te transforme. Parlons maintenant du signal social, parce qu'à un moment, l'ambition pure ne suffit plus. Tu peux être discipliné, talentueux, intelligent. Si tu restes seul dans ta bulle, ta progression ralentit. Pas parce que tu manques de valeur, parce que la valeur a besoin de circulation. Ta trajectoire est souvent bloquée non pas par tes compétences, mais par ton niveau social intérieur. Pas ton nombre d'amis, pas ton réseau LinkedIn. Ton niveau social intérieur, c'est ta capacité à créer de la confiance, de la clarté et de la valeur perçue en présence d'autres humains. Le monde n'est pas une compétition de CV, c'est une compétition de confiance. La confiance précède l'argent, la confiance précède les portes ouvertes. Et cette confiance ne se mendie pas, elle se dégage. L'influence n'est pas du charisme, l'influence est la conséquence d'un centre stable. Quand tu es stable, tu rassures. Quand tu rassures, on t'écoute. Quand on t'écoute, tu peux créer. Il y a 3 erreurs sociales qui ruinent les ambitieux. Première erreur, parler trop pour prouver. Quand tu parles trop, tu dis en sous-texte « je veux être validé ». Le mentor millionnaire parle peu, mais chaque phrase a une intention. Deuxième erreur, être trop disponible. La disponibilité permanente est un signal de faible standard. Si tu réponds à tout, tu n'as pas de centre. Troisième erreur, chercher à être aimé au lieu d'être respecté. L'amour est instable, le respect est structurant. Et paradoxalement, plus tu es respecté, plus tu peux être apprécié. Partie 7. L'environnement est la règle la plus dangereuse. Tu peux avoir compris tout ce qui précède. Tu peux commencer à te recalibrer, fermer des fuites, monter des standards, protéger ton temps. Et pourtant, si ton environnement reste le même, tu vas te faire aspirer lentement. Pas parce que tu es faible, parce que l'environnement gagne à la longue. Il te parle tous les jours. Il t'enseigne ce qui est normal. Il te dit ce qui est acceptable. Il te montre ce que les gens comme toi font ou ne font pas. Et à force, tu finis par obéir, même si tu détestes ça. L'environnement n'est pas un décor, c'est une usine identité. Une usine qui imprime tes croyances, ton énergie, ton rythme, ton niveau de tolérance. Mais quelqu'un de discipliné dans un cercle de personnes qui méprisent la discipline, il va se relâcher. Mais quelqu'un d'hésitant dans un cercle de personnes qui tranchent vite, il va se renforcer. L'environnement ne discute pas, il calibre. Le monde peut te voler ta trajectoire sans te voler ton ambition. Il te laisse rêver, il te laisse parler, il te laisse consommer du contenu. Et pendant ce temps, il te laisse baigner dans une norme qui neutralise ton passage à l'action. La norme est la vraie prison. La norme, c'est ce qui te paraît logique, ce qui te paraît réaliste, ce qui te paraît trop ambitieux, trop risqué, trop tôt. Et ce mot « réaliste » est souvent une arme de l'environnement. Réaliste veut dire conforme à ce que les gens autour de toi ont déjà accepté comme limite. Un mentor millionnaire ne respecte pas la réalité sociale, il respecte la réalité mécanique. Et la réalité mécanique dit ceci. Ce que tu vois autour de toi n'est pas la limite du possible, c'est la limite du possible pour cet environnement. Si tu veux un autre possible, tu as besoin d'un autre environnement. L'environnement se compose de 4 couches. Les lieux, d'abord, où tu passes tes heures. Un bureau net appelle la création, un canapé appelle la distraction.
ton corps répond à la suggestion du lieu. Les gens, pas seulement les amis, les collègues, la famille, les contacts en ligne, ceux qui te nourrissent ou te vident. Les informations, ce que tu consommes, les drames, les peurs, les comparaisons, les polémiques, tout ça imprime ton système nerveux. Et les rituels, ce que tu fais chaque jour sans réfléchir, ton premier geste du matin, ton dernier geste du soir. Ces rituels sont des rails, ils te conduisent quelque part même si tu ne sais pas où. La stratégie est simple. Tu ne combats pas ton environnement, tu en remplaces une partie. Tu crées une enclave, un endroit dans ta vie où les normes sont celles de ton futur. Tu peux faire ça avec 3 outils. Un lieu dédié, un rituel dédié, 2 ou 3 personnes, même virtuelles, qui incarnent ton niveau. Et ensuite, tu protèges cette enclave comme tu protèges ton argent, parce que c'est ton usine à identité. Ne demande jamais à un environnement qui n'a pas réussi ce que tu vises de te dire ce qui est possible pour toi. Tu peux écouter par respect, mais tu ne dois jamais calibrer ta vie sur leur plafond. Ton plafond, ce n'est pas leur limite, c'est la qualité de l'environnement que tu choisis de respirer chaque jour. Partie 8. La clé finale. Tu as maintenant tout ce qu'il faut. Pas des idées, une architecture, un centre, des standards, des frontières. Une discipline qui n'est plus une guerre, un rapport au temps qui produit du futur, un signal social plus propre, un environnement qui te programme vers le haut. Mais il reste une dernière vérité, la plus délicate. La vie ne te donne pas ton nouveau niveau parce que tu l'as compris, elle te le donne quand tu l'as incarné sous pression. Et juste avant un vrai changement, il y a presque toujours un test silencieux, une situation qui ressemble à ton ancien monde, une proposition qui ressemble à une ancienne tentation, une relation qui ressemble à un ancien piège, une fatigue qui te murmure de revenir au confort. C'est là que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils pensent que le test signifie qu'ils n'ont pas progressé. En réalité, le test est la preuve que tu as progressé. Le monde vérifie simplement si ton nouveau centre est réel. Ton destin n'est pas décidé par tes meilleurs jours, il est décidé par tes jours difficiles, tes jours où tu es fatigué, tes jours où personne n'applaudit, tes jours où l'ancien toi te propose une sortie. C'est là que ton identité se fige. Soit tu confirmes l'ancien signal, soit tu maintiens le nouveau. Et si tu maintiens le nouveau, même sans éclat, quelque chose se verrouille. Une fois que c'est verrouillé, tu ne reviens plus en arrière. Les gens qui réussissent vraiment ne sont pas les plus motivés, ils sont les plus fidèles. Fidèles à leurs standards, fidèles à leur vision, fidèles à leur temps de profondeur, fidèles à leur identité. Ils ne sont pas des machines, ils chutent, ils doutent, ils se trompent, mais ils reviennent vite. Ils ne négocient pas leur centre, ils ne vendent pas leur paix pour un soulagement rapide. La règle finale est une règle de souveraineté. Ne prends jamais une décision importante depuis un état fragile. Fragile, ça veut dire fatigué, frustré, seul, excité, humilié. Dans ces états-là, tu n'es pas toi, tu es un système nerveux en défense. Et si tu décides dans ces états, tu ne construis pas ton futur, tu répares ton présent. Le mentor millionnaire ralentit quand il est fragile, il ferme les accès, il revient au centre. Il dort, il mange, il marche, il respire, puis il décide. C'est pour ça qu'il semble chanceux. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'hygiène décisionnelle. Conclusion. La règle cachée révélée. Nous y sommes. La règle cachée que je t'avais annoncée dès le début, celle que tu ne pouvais pas comprendre au départ, tu peux la voir maintenant clairement. La réalité ne se transforme pas quand tu désires plus, elle se transforme quand tu deviens non négociable sur ton centre. Ton centre stable est ton signal. Ton signal attire, filtre et organise ce qui te rencontre. C'est pour ça que des opportunités apparaissent au moment où tu cesses d'en avoir besoin. C'est pour ça que des relations se nettoient au moment où tu arrêtes de mendier. C'est pour ça que l'argent devient plus régulier au moment où tu deviens clair et propre. Le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu soutiens jour après jour sans te trahir. C'est ça le code, et c'est pour ça qu'il est si rare, parce que la plupart ne tiennent pas assez longtemps. Ils veulent un miracle, ils refusent la fidélité silencieuse. Pourtant, la fidélité silencieuse est le vrai miracle. Elle change ton identité, et quand ton identité change, ton destin suit.
Je te laisse avec un cadre final, simple, applicable pour la suite de ta vie. 3 piliers. Centre. Chaque jour, tu reviens à ton centre avant d'agir. Standard. Tu appliques 1 ou 2 frontières non négociables qui protègent ta paix et ta valeur. Enclave. Tu maintiens un environnement, même petit, où la norme est ton futur. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin de motivation spectaculaire, tu as une structure, et une structure gagne toujours sur le chaos. Ta vie ne changera pas quand tu sauras plus, elle changera quand tu te respecteras plus. Et se respecter ne consiste pas à se parler gentiment, se respecter consiste à ne plus se trahir quand c'est inconfortable. C'est tout, le reste est du bruit. Si tu tiens cette vérité, tu tiens une clé que la plupart cherchent dans des méthodes compliquées, alors qu'elle est simple. Ne bouge plus ton centre. Si tu fais ça, tout ce que tu veux devient une question de temps, et le temps, tu sais maintenant comment le diriger. Je te pose une dernière question, et je t'invite à y répondre honnêtement maintenant, pas demain. Quelle est la décision que tu repousses depuis trop longtemps, celle qui te ferait te respecter immédiatement? Est-ce que tu es prêt à la prendre aujourd'hui sans attendre une validation extérieure? Merci d'avoir écouté. Ce voyage intérieur ne fait que commencer. Et maintenant, il est à toi.